Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Torillon Radio, la revue de presse de l'Union européenne et de ses États membres. Cette semaine, l'actualité nous mène tout d'abord au Parlement européen, qui a élu son nouveau président après l'aspiration du mandat de Martin Schulz. L'Italien Antonio Tajani, membre du Parti populaire européen, a emporté la victoire grâce à une alliance des dernières minutes avec les libéraux de l'ALDE. L'élection de Tajani par 351 voix au quatrième tour face au socialiste Gianni Pittella signe la fin de la grande coalition au Parlement européen. Nous nous attarderons au Parlement européen luttant actuellement contre la résistance aux antimicrobiens, notamment via des campagnes de sensibilisation pour une utilisation prudente des antibiotiques. Incontournable pour notre génération, Erasmus est un programme d'échange pour étudiants et enseignants entre les universités et les grandes écoles européennes. Mais Erasmus ne serait-il pas plus que ça? Nous ferons un retour détaillé au cours de cette émission sur ce programme qui fêtera ses 30 ans cette année. Les responsables de l'extrême droite européenne, membres du groupe parlementaire Europe des Nations et des Libertés, se sont retrouvés samedi 21 janvier en Allemagne. On reviendra sur les conclusions et les points discutés lors de cette réunion. En Slovaquie, enfin, le président a mis son veto contre une loi sur les religions la jugeant discriminatoire puisqu'elle rendrait très difficile l'abstention par la communauté musulmane d'un statut officiel dans le pays. Nous y reviendrons dans ces bulletins. L'actualité de la semaine, c'est donc l'élection du nouveau président du Parlement européen. Après 5 années passées à la tête de l'institution, l'Allemand Martin Schulz a passé la main à Antonio Tajani mardi 17 janvier. Les Torillons étaient sur place. Retour avec Aude Ebrard Debat. C'est donc Antonio Tajani, candidat du Parti populaire européen, qui prend les rênes de l'institution strasbourgeoise après une laborieuse élection et d'intenses tractations pour obtenir la majorité des voix. La journée du mardi 17 janvier aura débuté avec l'annonce surprise de Guy Verhofstadt, leader de l'ADLE, annonçant son retrait de la course à la présidence et son ralliement à Tajani après 11 heures de négociations. Pour autant, 4 tours auront été nécessaires pour qu'enfin le candidat du PPE soit consacré, les autres candidats refusant de se retirer ou de former des alliances, rompant ainsi avec la tradition qui accourt au Parlement depuis des décennies. En effet, il est d'usage que les partis négocient avant l'élection afin de former des coalitions, d'écarter les partis eurosceptiques du prétoire et de négocier des nominations à des postes clés de différentes commissions. Cette année, les partis n'auront pas joué le jeu, rompant même un accord jusqu'à gardé secret de 2014 et rendu public par Manfred Weber avant l'élection entre le PPE, le SED et l'ADLE, censé garantir l'alternance politique au sein du Parlement européen. Au terme de cet accord, le PPE aurait donc dû prendre la tête de l'institution de cette année. Mais les sociaux-démocrates, craignant que le parti ne prenne de facto la tête des 3 institutions de l'UE, ont refusé d'en respecter les termes et ont désigné Gianni Pittella pour les représenter à la course à la présidence, provoquant un tollé au sein des parlementaires européens et concourant ainsi à l'absence de dialogue politique au cours de la campagne. Élu, Tajani a déclaré vouloir être le président de tous les groupes politiques. Espérons que le dialogue se fera de manière plus détendue et ouverte que ne l'a été la campagne pour la présidence du Parlement. C'était Aude Ebrard Debat de Strasbourg pour le Torillon Radio. Depuis 2015, le Parlement européen dénonce les dangers de l'usage excessif des antibiotiques sur la santé. En effet, la surconsommation des antibiotiques engendre une diminution de l'efficacité de ces traitements. La Commission européenne travaille depuis plusieurs mois pour lutter contre ces phénomènes. Les explications d'Alexandra Tommy. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Qui n'a jamais entendu ce slogan? Et pourtant, les Européens sont de très gros consommateurs d'antibiotiques. La surconsommation d'antibiotiques existe sous 2 formes. Il y a tout d'abord l'usage déraisonné d'antibiotiques dans le traitement des maladies humaines, mais il y a aussi le recours systématique aux antibiotiques dans l'élevage et la pisciculture, qui fait qu'en mangeant, nous ingérons sans vraiment le savoir une bonne dose de médicaments. Alors, pourquoi est-ce un problème? Eh bien parce qu'un médicament antibiotique sert à tuer une bactérie. Si on en consomme trop, les bactéries qui nous entourent s'habituent à devoir lutter contre le médicament et deviennent résistantes aux traitements qui sont censés les détruire. En parallèle, notre organisme devient de moins en moins réceptif au traitement. Cette résistance aux antibiotiques cause environ 25 000 décès en Europe chaque année.
Alors, ces dangers pour la santé publique ont bien sûr alerté les institutions européennes. Le Parlement a adopté une résolution en 2015 pour promouvoir un usage raisonné des antibiotiques en médecine humaine. La Commission a quant à elle adopté un plan de lutte contre la pharmacorésistance. Le plan consiste à faire prévaloir la protection de la santé publique dans tous les secteurs, en particulier dans l'industrie et l'agriculture, afin de limiter l'usage des pesticides et des antibiotiques. Ensuite, la Commission s'est engagée à encourager financièrement la recherche de nouveaux traitements pour contrecarrer les bactéries les plus résistantes. Le challenge sera surtout d'harmoniser les différents plans nationaux et de faire coopérer des secteurs n'ayant pas forcément les mêmes intérêts. Reste à savoir si la Commission aura suffisamment d'influence sur les États membres pour que ce plan soit efficace. Erasmus, devenu Erasmus ⁇ en 2014, est un programme unique visant à promouvoir les perspectives d'emploi et de développement personnel des jeunes et aider les systèmes d'éducation. Le programme comporte 3 volets: des mobilités à des fins d'apprentissage, la possibilité d'établir des partenariats, ainsi qu'un soutien à des processus de réflexion. Nous connaissons bien Erasmus pour les étudiants, mais Robin Alves nous parlait de l'élargissement de son action à d'autres publics. Erasmus touche tout le monde. On connaît évidemment le programme pour les étudiants mis en place depuis 1987, mais maintenant Erasmus est devenu Erasmus ⁇ depuis 2014. Un programme qui regroupe de nombreuses mobilités étudiants, enseignants, mais aussi des stagiaires de la formation professionnelle et des apprentis. En clair, quelles possibilités et pour qui en fait? Pour ces jeunes, ça leur donne la possibilité de voir un autre pays, de voir une autre culture, évidemment, le côté culturel, mais aussi de se former, d'apprendre dans notre pays. Par exemple, l'Allemagne a beaucoup plus d'apprentis qu'en France et ont un taux de chômage beaucoup plus bas, et on voit que les apprentis ont même un meilleur salaire et ont de meilleures compétences professionnelles. Cela veut dire qu'il faut que l'entreprise accepte que son jeune puisse partir dans notre pays, mais en contrepartie, quand il reviendra, il aura découvert une autre forme de travailler et sera généralement beaucoup plus efficace, même si on ne peut pas tout généraliser. Ce volet professionnel d'Erasmus ⁇ a été mis en place très récemment, on connaît assez peu finalement les contours, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut partir dès le lycée, mais aussi en porter stage professionnel à la faculté, même après avoir fait une année Erasmus classique. L'Union européenne met le paquet pour les jeunes, mais aussi pour les enseignants, les formateurs, les assistants, les administrateurs, les travailleurs de jeunesse. Les adultes aussi ont le droit de découvrir une nouvelle expérience et acquérir de nouvelles compétences. Les leaders politiques de la nouvelle Europe se rencontrent à Koblenz. Ils sont sur le point d'arriver au pouvoir dans leurs différents pays, nous a annoncé le communiqué du groupe L'Europe des Nations et des Libertés au Parlement européen. C'est en effet en Allemagne que les responsables de l'extrême droite européenne se sont réunis ce samedi 21 janvier 2017, alors même que débute une année électorale décisive pour l'Europe. Au lendemain de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, à la suite de l'élection du nouveau président du Parlement européen et en amont de nombreuses élections nationales, les extrêmes droites souhaitent se démarquer alors que cette réunion a suscité de nombreuses polémiques. Les propos de Marie Trella. C'est au lendemain de l'investiture de Donald Trump qu'ils se sont retrouvés en Allemagne. Les dirigeants de partis d'extrême droite européens ont tenté d'afficher un front uni avant plusieurs scrutins d'importance pour de nombreux pays de l'Union. Les bancs de l'Assemblée étaient donc remplis, entre autres par Frauke Petry, coprésidente de l'Alternative pour l'Allemagne, Matteo Salvini pour la Ligue du Nord italienne et le Hollandais Geert Wilders. Cette réunion, organisée par le groupe Europe des Nations et des Libertés du Parlement européen, fondé en 2015 par des formations de 9 pays membres, fut présentée par ses organisateurs comme un contre-sommet européen. Les différents thèmes et propos maintenus pouvaient ainsi donner le ton sur les ambitions de ces différents courants politiques avant des élections législatives partout en Europe. Les droites extrêmes y espèrent en effet des scores records avec des thèmes tels que l'immigration, l'islam et un discours orienté anti-système. La réunion de Koblenz fut par ailleurs l'occasion de sceller le rapprochement entre le FN français et l'AfD allemande. Cette alliance suscite toutefois des remous au sein du parti allemand de tendance libérale sur le plan économique, trouvant son homologue français
trop socialiste, je cite, dans ce domaine. En tant que coprésidente du groupe parlementaire, Marine Le Pen s'est vue applaudir en revendiquant un Brexit dur qui fera tomber les murs tout en félicitant la dernière élection de Donald Trump. Fin du monde, souveraineté des peuples, critique du néolibéralisme, immigration ou encore monnaie unique, son discours fut à l'image de son programme pour les élections présidentielles. Discours qu'elle a par ailleurs achevé par un « Vive les nations d'Europe » et « Vive l'Europe des nations ». Si l'enthousiasme était de mise à cette rencontre, des centaines de manifestants, à l'appel des partis de gauche et d'extrême gauche, se sont réunis sur les lieux pour protester. Cette réunion a suscité un tir de barrage en Allemagne et la rencontre a en effet sollicité de nombreuses manifestations. Suite à une loi votée et approuvée par 2/3 des parlementaires fin novembre, le président slovaque a mis son veto le 20 décembre dernier. Cette loi rendrait difficile l'obtention d'un statut officiel pour la communauté musulmane dans le pays. Les précisions de Pauline Tresac. Aujourd'hui, en Slovaquie, pour qu'une religion soit reconnue officiellement et bénéficie d'aides publiques destinées aux lieux de culte, aux écoles et à l'enseignement de la religion, il faut qu'elle ait au moins 20 000 fidèles. Pourtant, en novembre dernier, ce chiffre a failli passer à 50 000 fidèles. Le Parlement avait en effet adopté cette loi en novembre pour empêcher la religion musulmane d'être reconnue un jour dans ce pays. Le pays aujourd'hui ne compte que 2 000 à 5 000 musulmans pour une population totale de 5,4 millions d'habitants. On se rend compte alors qu'il existe une sorte d'islamophobie latente en Europe. Devant cette loi clairement discriminatoire, le président slovaque a eu le courage d'opposer son veto, empêchant ainsi l'application de la loi. Et enfin, pour finir avec cette édition, on passe à notre point culture qui nous amène en Espagne pour des petits voyages historiques. Les explications de Jérémy Le Bourgeois. Le voyage dans le temps revisité dans une approche contemporaine et espagnole, c'est ce que vous propose la série El Ministerio del Tiempo. Le ministère du temps est une institution secrète de l'État espagnol veillant à ce que l'histoire de l'Espagne ne soit pas modifiée. Ce ministère envoie des patrouilles à travers les âges en passant à travers des portes temporelles pour éviter que des individus mal intentionnés, utilisant eux des portes clandestines, puissent modifier l'histoire de l'Espagne à leur avantage. La série suit 3 de ces patrouilleurs. Amelia Folk, la première femme universitaire à Barcelone, Julián Martínez, ambulancier en 2016, et Alonso de Entrellos Fresneda, un soldat de l'armée des Flandres du XVIe siècle. Ces 3 compères marient à la perfection 3 périodes historiques de l'Espagne avec leurs préjugés, leurs références et les anachronismes qui s'en suivent, tout en développant entre eux des intrigues relationnelles fortes qui donnent encore du sel à cette série. Avec plus de 12% de part d'audience, la série de la RTVE, Radio y Televisión Española, est l'une des plus populaires qu'ait connue l'Espagne ces dernières années. Amateurs d'histoire, d'aventure et d'intrigues personnelles à l'espagnol, plongez-vous dans cette série qui vous fera découvrir ou redécouvrir l'histoire espagnole et rencontrer des personnages hauts en couleur comme Dali et Picasso. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le lien dans la description de la vidéo. C'était Jérémy Le Bourgeois, depuis Bruxelles, pour le Torillon Radio. C'est donc la fin de cette édition du Torillon. Vous pouvez trouver toutes nos informations en temps réel sur la page Facebook du Torillon et sur son site www.torillon.org. Et d'autres informations sur le site internet des Jeunes Européens France, www.jeunes-européens.org. Merci pour votre écoute en espérant vous retrouver très nombreux pour une prochaine édition. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était Teresa Vallejo pour le Torillon Radio.